clôt le premier chapitre sur cette question de la servitude volontaire, donc avec la Boétie, Pascal, Rousseau. Alors je voudrais revenir sur la question de la définition de la liberté, parce quand on a fait l'introduction, j'ai souligné qu'il y avait plusieurs aspects de la liberté qui étaient vraiment divers, polymorphes, qu'il y avait une difficulté de la réduire peut-être à une définition universelle. Alors, maintenant qu'on est rentré vraiment dans le thème, qu'on a pris à bras-le-corps certains textes, qu'on a vu un premier problème qui se concentre à la servitude, je pense qu'on peut revenir sur la liberté avant de passer à la suite, puisqu'on va rentrer un peu plus dans la question de l'obéissance. À quoi on obéit, à qui on obéit, est-ce qu'on obéit toujours à quelque chose, que ce soit la pulsion ou l'impulsion ou le désir, ou des formes de conditionnement, des représentations, voilà. Ou bien est-ce qu'on a une capacité spontanée d'action ? On va creuser cette question d'obéissance. Est-ce qu'il y a des obéissances qui avilissent? Est-ce qu'il y a des obéissances qui libèrent, paradoxalement? Est-ce qu'en obéissant, parfois, on s'affranchit de certaines choses? On va rentrer dans ces paradoxes. Pour montrer la difficulté de définir la liberté, je vais proposer quelques définitions de la liberté, et puis rapidement, je vais montrer les problèmes que ces définitions peuvent poser. Une première définition de la liberté, peut-être celle qui est la plus emblématique, la plus célèbre, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre... Alors, j'allume pas l'écran, mais je peux le faire si vous le désirez. Alors, libre tiré du 6 arbitre, ça vient du latin arbitror, qui a donné le terme arbitre, arbitror, qui est un verbe, qui veut dire je juge. Le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté de choisir librement. La faculté de choisir librement, soit dans le domaine de l'action, soit dans le domaine du jugement. Donc soit dans le domaine, je dirais, pratique, soit dans le domaine, on pourrait dire, de la connaissance intellectuelle, etc. Donc c'est la liberté de poursuivre une chose ou de la fuir, la liberté de faire ou de ne pas faire, puis c'est la liberté d'affirmer quelque chose ou de nier quelque chose, ça c'est sur le plan du jugement, ou la liberté de suspendre son jugement. Voilà, dans les deux cas. Donc ça c'est le libre arbitre. Évidemment, le premier problème quand on définit la liberté comme ça, c'est de savoir ce qu'on fait des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de choisir. Quand vous avez le choix entre deux choses et que vous-même vous ne pouvez pas vous empêcher de choisir, vous avez certes la liberté de choisir, mais vous êtes dans un état qu'on appelle la dépendance. Je prends l'exemple de l'addiction, de la toxicomanie, ou ça peut être pas forcément envers des substances illicites, ça peut être une addiction sentimentale ou quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de choisir. Ou le chocolat, par exemple, effectivement le cacao. Donc le premier problème quand on prend cette définition de la liberté qui est le libre arbitre, c'est que si on définit la liberté comme la liberté de choisir, la faculté de choisir librement, le libre arbitre, que dire de ces situations où je n'arrive pas à ne pas choisir une chose? C'est le problème de la dépendance. Ça veut dire qu'il y a une autre définition de la liberté, une deuxième définition de la liberté, qui est l'indépendance. Alors cette définition de la liberté, qu'est-ce que c'est? Quelle est-elle? Ça consiste à dire que finalement la liberté, c'est ne dépendre d'aucune autorité, d'aucune tutelle, d'aucune, d'aucun pouvoir, peut-être qui pèse sur nos actions. C'est à la fois une absence de contrainte intérieure. Quand on a une dépendance à quelque chose, on a une impulsion irrépressible de faire quelque chose. Donc c'est à la fois une indépendance intérieure et une indépendance extérieure. On ne dépend pas d'une personne à l'extérieur de nous qui nous dirige, d'une autorité, d'une institution, d'une instance, etc. Donc ça, c'est une deuxième définition de la liberté. Mais elle rencontre aussi un problème, cette deuxième définition de la liberté, qui est que je peux être indépendante, et en même temps ne pas savoir moi-même me limiter, me gouverner, me gendarmer, me régenter, me discipliner. Vous pouvez être indépendant et en même temps ne pas savoir vous diriger vous-même. C'est le problème de la direction. Alors ça nous fait arriver peut-être à une troisième définition de la liberté qui approfondit donc cette définition, qui est justement l'autonomie.
L'autonomie, qu'est-ce que c'est? Autos, en grec, c'est soi-même. Et nomos, c'est la règle, la norme, on pourrait dire la loi qu'on se donne. Donc l'autonomie, c'est se gouverner soi-même, se commander soi-même. C'est la règle, c'est la loi, c'est la norme. Donc autonomie, autonomia, c'est le fait de se donner à soi-même la règle de son action. Le fait de se donner à soi-même la règle de son action, le fait de se donner à soi-même la règle de son action, le fait de se commander à soi-même, on pourrait dire le fait de se gouverner soi-même. Alors dans le domaine politique, on voit bien ce que c'est, par exemple dans le cas d'une démocratie, l'autorité souveraine c'est le peuple, et il a une autonomie politique quand il vote directement les lois ou il vote les lois par délégation, par des députés qui sont censés représenter ses intérêts et voter en son nom. C'est l'autonomie politique. Alors l'autonomie, après l'autonomie morale, c'est le fait de se donner à soi-même les règles de son action, d'arriver à se commander à soi-même, voilà, d'arriver à se gouverner, d'être, entre guillemets, son propre maître. Il y a quand même un problème aussi, si on prend cette définition de la liberté, c'est que vous pouvez vous donner à vous-même des normes d'action, mais vous pouvez avoir intériorisé des soumissions. Vous pouvez avoir on parlait du conditionnement, soit tout à l'heure, vous pouvez avoir un conditionnement social, moral, affectif, vous pouvez avoir des biais cognitifs, finalement, auxquels vous n'avez pas réfléchi, et qui vont déterminer, finalement, votre façon de vous comporter. Donc je répète, vous pouvez être autonome ou en situation d'autonomie, de commander à vous-même, de vous commander vous-même, mais vous pouvez avoir, je disais, des conditionnements, vous pouvez avoir des biais cognitifs dont vous n'avez pas conscience, vous pouvez avoir des servitudes intériorisées, bref, vous pouvez avoir, comment dirais-je, des choses qui gênent la pleine expression de votre liberté. Ça nous amène à une quatrième définition de la liberté, qui est censée résoudre ce problème. Cette quatrième définition de la liberté, on pourrait l'appeler, j'allais dire la clairvoyance, la lucidité, l'analyse, la compréhension. La connaissance, pourrait-on dire. La connaissance, elle nous libère de certaines choses. La conscience, même, pourrait-on dire. La connaissance, la conscience, la clairvoyance, la lucidité, la compréhension. De quoi nous libère la connaissance? Elle nous libère des préjugés, elle nous libère des illusions, elle est censée nous libérer des faux-semblants. Donc elle est censée nous libérer, je le répète, des préjugés, des illusions, des erreurs, des faux-semblants, des apparences trompeuses. Ça ne veut pas dire que nous avons un libre arbitre. Il y a un philosophe célèbre du XVIIe siècle qui est Spinoza, Baruch Spinoza, c'est écrit Baruch, Baruch Spinoza, philosophe hollandais, originellement de confession juive. Et Spinoza considère que nous ne sommes pas libres du libre arbitre. Pour lui, il n'y a jamais de liberté de choix. On fait des choix, on fait des décisions, mais elles ne sont jamais libres. Elles sont toujours déterminées. Il y a toujours une cause qui nous fait agir. On n'échappe jamais au principe de causalité qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une action, elle est provoquée par une cause qui n'est pas une pure volonté spontanée. Donc il ne croit pas au libre arbitre, il est déterministe. Toutefois, Spinoza, tout en affirmant qu'il y a une nécessité de nos actions, dit qu'on peut être libre au sens où nous ne sommes pas contraints. Nous ne sommes pas contraints, à la fois pas contraints au sens de la coercition, on n'est pas dans un rapport de force soumis par quelqu'un, on n'est pas dans une contrainte intérieure que sont par exemple, comment dirais-je l'ai dit, les pulsions tout à l'heure, et surtout la connaissance, la conscience nous libère de certaines illusions, nous apprend le mécanisme des forces qui jouent sur nous et nous permet de nous libérer notamment des passions négatives, la colère, le ressentiment, qui sont liés pour Spinoza à des erreurs de jugement. Donc il y a une liberté qui est gagnée par la conscience, par la connaissance,
qui est une liberté, on pourrait dire, de l'éclairement, du fait d'être éclairé sur sa propre condition, de comprendre les mécanismes qui nous déterminent, de ne pas être la dupe, finalement, de la logique dans laquelle on est inséré. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on échappe au déterminisme, ça veut dire que tout est déterminé, tout est nécessaire, mais au moins j'en ai conscience, je l'intègre, je le comprends, je l'intègre à ma vision du monde et je ne déplore pas des choses qui sont inévitables, d'une certaine façon, qui arrivent par le jeu de la nécessité. Alors ça c'est bien, mais il y a aussi une limite à cette définition de la liberté, qui est que même si j'ai une analyse, une conscience, que je me libère des erreurs, des illusions, que je comprends la logique des forces qui jouent sur moi, ça ne me rend pas forcément capable de me libérer du poids du passé. Ça ne me rend pas forcément capable de m'arracher aux données présentes. Pour me projeter vers quelque chose, pour me réinventer, pour avoir la liberté de changer de vie, pas forcément, mais de changer d'orientation, parce qu'on a discuté tout à l'heure du changement de vie, la capacité de me projeter, de me réinventer, de me réécrire, de m'arracher au poids du passé et à la pesanteur du présent. C'est ce qu'on appelle le projet. C'est une autre définition de la liberté qui est le projet, et qui est cette capacité qui vient de la conscience humaine, de son intention, qui est cette capacité, de s'arracher aux données, de ne pas en rester à ce qu'on est ou ce qu'on paraît, et de se réinventer, se réécrire, de ne pas s'identifier aux données présentes. C'est notamment une liberté qui est mise en avant par Sartre. Alors, il y a d'autres formes de liberté, il y a d'autres définitions de la liberté, bien sûr. Il y a, par exemple, la maîtrise de soi. On va le voir au sujet de l'obéissance et du chapitre 2, vous le verrez, même, on prendra un exemple d'un esclave qui prétend être plus libre que celui qui va l'acheter sur le marché des esclaves. On verra que c'est le cas de Diogène le cynique, Diogène de Sinope, appelé Diogène le cynique. Cynique, pourquoi ? Parce que kunikos en grec, ça veut dire canin. Il avait pris comme exemple le chien. Et Diogène le cynique, on verra, vendu sur un marché d'esclaves, prétendait être moins esclave que celui qui pouvait l'acheter. Pourquoi ? Parce qu'il avait la maîtrise intérieure. Il opposait la liberté intérieure à la liberté extérieure. Donc c'est aussi une définition de la liberté. Et puis il y a encore une autre définition de la liberté qui va nous servir, mais un peu plus tard dans le cours, on la rencontrera plus tard. C'est le fait par rapport à un événement qui nous arrive, qui est là, qu'on ne peut pas éviter parce qu'il est là. Il est advenu, il est arrivé, les choses sont ce qu'elles sont. Il contredit nos souhaits, nos désirs, nos attentes, nos envies. Il peut provoquer de la frustration, de la colère, du ressentiment, du dépit, de la tristesse, de désarroi. Mais il est là. Et ce qui nous libère de son oppression, c'est de consentir à ce qui est, c'est-à-dire d'accepter l'inévitable. C'est une façon d'aborder la liberté, qui est notamment mise en avant, on le verra, par les stoïciens, qui est d'ailleurs pour un stoïcien éminent qui était Marc Aurèle, qui était empereur de Rome, qui est finalement la définition de la sagesse, puisque la définition de la sagesse, qu'est-ce que c'est ? C'est pas simplement de raisonner sur les choses, puisque même quelqu'un qui est perverti peut raisonner sur les choses, même quelqu'un qui n'a aucune sagesse peut analyser des choses. Le sommet de la sagesse et de la liberté, dans un monde, pour les stoïciens, gouverné par la fatalité, c'est de consentir à l'ordre du monde. C'est d'adopter, d'embrasser ce qui est, et qui est un acte d'amour, qui est un acte de consentement, finalement, qui est, entre guillemets, qui est un « je t'aime ». Et à un moment, dans un texte de Marc Aurèle, il dit « Je dis au monde, j'aime tout ce que tu aimes ». Donc, c'est aussi une définition de la liberté. Donc voilà un kit de définition. Je pense que c'était le moment, parce que voilà, ça constitue un ensemble de repères. Vous avez plusieurs définitions de la liberté, et on va jouer sur un aspect ou un autre, puisqu'aucune définition n'est totalement exhaustive, ne répond totalement chacune à tous les problèmes qu'on va rencontrer au long du cours. Mais avec ce panel de définitions, on est bien armé pour comprendre à quel type de problème répond tel sentiment ou telle définition de la liberté. Notamment quand on va voir Diogène, il pose la liberté d'une certaine façon.
Oui. Mais du coup, je pensais au fatalisme, enfin, c'est pas la même chose. Alors, le déterminisme et le fatalisme, c'est la même chose, sauf que dans le cas du fatalisme, en fait, dans le cas du destin, du fatum, de la fatalité, les choses sont déterminées, en fait. Le fatalisme, il comprend peut-être une dimension de résignation dans le terme, par rapport simplement au mot déterminisme qui est plus neutre, qui est la position philosophique, mais le fatalisme fait partie du déterminisme. On est fataliste quand on pense que les choses arrivent inévitablement, selon un ordre inévitable. Vous êtes fataliste par rapport à l'existence. Alors on peut être fataliste, je dirais, de façon partielle. Vous êtes fataliste par rapport à une situation, et puis vous pouvez croire aussi par ailleurs à la liberté, bien sûr, à l'existence de la liberté. Mais le fatalisme comme philosophie, par exemple, chez les stoïciens qui sont fatalistes, qui vivent bien des siècles avant Spinoza, eh bien, ils sont fatalistes. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que l'ensemble des événements du monde sont gouvernés par une harmonie universelle, une raison universelle, et que cet ordre du monde se déploie de façon inévitable. Donc, c'est un déterminisme de ce point de vue-là. Mais il existe une liberté qui est la liberté de la conscience, qui est le regard qu'on jette sur le monde, le regard qui est affranchi des illusions, des erreurs, des faux semblants, des apparences trompeuses. Et c'est ce regard qui nous libère aussi. Ça marche ? C'est bon ? On en termine là pour ce soir ?